C'est notre rendez-vous du week-end, une semaine dans le monde, l'actualité vue par nos éditorialistes. Et nous accompagne ce soir Ziad Liman. Bonsoir Ziad. Bonsoir. Vous êtes directeur du mensuel Afrique Magazine. Votre une, justement, est sur le sommet de la francophonie, je crois. Donc... Non, pas encore. Non, pas encore. Ça va l'être bientôt, alors. Voilà, j'étais mal informé, pardonnez-moi. Fabrice Rousselot, vous êtes journaliste spécialiste des questions internationales. Vous avez notamment été directeur de la rédaction de Libération. Nous accompagne aussi Alain de Chalvron, grand reporter. Et Alain, je précise que vous étiez en poste à Beyrouth en 82, oui, au moment de l'invasion israélienne. Voilà, donc vous avez évidemment des choses à nous dire. Et puis, Laure Simoès, vous êtes directrice éditoriale de Cartooning for Peace. Et vous allez nous présenter donc tous les dessins, tout ce qui a inspiré vos dessinateurs. Et on le verra très peu justement sur la francophonie. La question ne se pose plus donc. L'offensive militaire est là au Liban depuis le début de la semaine. Israël mène donc à présent 2 guerres et fait face à plus de fermeté de la part de l'Iran. Israël n'en a plus pour longtemps, a déclaré le guide suprême. La République islamique a tiré près de 200 missiles balistiques sur Israël mardi. Alors cette réaction peut-elle embraser le Moyen-Orient? Après la bande de Gaza et le Liban, l'État hébreu envisage-t-il de s'en prendre plus directement à l'Iran? Ou bien cette guerre entre Israël et l'Iran va-t-elle se jouer en coulisses? Voici les questions que nous aborderons dans un instant. Et c'est dans ce contexte que s'est ouvert le sommet de la francophonie. Il se déroule pour la première fois depuis 33 ans en France, à Villers-Cotterêts. Pour Jacques Chirac, la vocation diplomatique d'une telle institution était évidente. C'est le cas aussi pour Emmanuel Macron. Mais quelle est son efficacité aujourd'hui? Quel est encore le poids de la voix de la France? Nous verrons aussi comment se vit cette coopération entre pays francophones. Et puis sur le plan intérieur, nous connaissons à présent la feuille de route du gouvernement. Michel Barnier l'a présentée devant l'Assemblée nationale sans solliciter de vote de confiance. La gauche a d'ailleurs déposé la première motion de censure contre le Premier ministre. L'équilibre a-t-il été trouvé? Sur la question du déficit public, le Premier ministre a déjà annoncé la nécessité d'un effort fiscal supplémentaire. La guerre est là, au Liban. Je cite le Premier ministre, le pays fait face à l'une des phases les plus dangereuses de son histoire. L'armée libanaise a pour la première fois riposté jeudi. Et le Hezbollah a de son côté repoussé l'armée israélienne dans le sud et l'est. Après 2 semaines de frappes intensives et la mort du dirigeant du Hezbollah, Hassan Nasrallah, des chars israéliens sont entrés au Liban. Mais la véritable offensive terrestre israélienne a-t-elle vraiment commencé? L'armée décrit des opérations limitées, localisées et ciblées contre le mouvement chiite, mais les destructions sont là et les victimes sont majoritairement des civils. Les hôpitaux sont dépassés par l'afflux de blessés et ils doivent fermer pour des raisons de sécurité. Et de son côté, l'Iran est plus mobilisé que jamais. Des mots, des actes aussi, avec des missiles balistiques tirés depuis son territoire vers Israël. La plupart d'entre eux ont été interceptés, mais la crainte d'une régionalisation du conflit se renforce. Je vous propose d'écouter le chef d'état-major de l'armée israélienne. Nous n'autoriserons pas que le Hezbollah s'installe à nouveau dans ces endroits à l'avenir. Les coups sévères portés au Hezbollah à Beyrouth, dans la vallée de la Bekaa et dans le sud du Liban vont se poursuivre. La brillante opération menée par nos forces armées au cours des 2 et 3 nuits précédentes était tout à fait légale et légitime. Alors, il n'y a plus de formule équivoque. Israël est entré dans une seconde guerre au Liban, après celle entamée dans la bande de Gaza il y a 1 an. Mais Fabrice, la véritable offensive terrestre israélienne a-t-elle réellement commencé ? Oui et non, c'est-à-dire qu'on voit que pour l'instant, ils visent des cibles qui sont des cibles militaires Hezbollah. Je crois que cette opération elle a plusieurs objectifs. Il est clair que Israël est déterminé à essayer d'éradiquer le commandement militaire du Hezbollah. On l'a vu avec les attaques ciblées à Beyrouth et au sud de Beyrouth. Il y a une opération militaire pour cette fameuse bande de 10 km qui, pour l'instant, c'est un peu le justificatif d'Israël pour ses incursions et ses interventions. Après, moi, j'ai été frappé cette semaine par une chose qui n'a pas beaucoup été relevée dans la presse, mais qui m'a frappé. C'était Benjamin Netanyahou qui parlait directement au peuple iranien et qui expliquait au peuple iranien qu'ils étaient oppressés par les leaders du moment et qu'il fallait d'une certaine manière se rebeller et qu'une fois que la liberté serait retrouvée, eh bien les peuples perses et israéliens seraient en bonne entente. Et donc on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup d'objectifs, potentiellement même le fait de provoquer une révolte quelque part en Iran. Donc on est sur un multi-objectif avec toujours pour Netanyahou cet élément qui est un élément central,
plus la guerre dure, plus il reste au pouvoir et plus on ne questionne pas sur Gaza, ses responsabilités et tout le reste. Donc on est sur quelque chose qui est en train de commencer, qui a commencé, dont on mesure mal jusqu'où ça peut aller, mais il y a une détermination d'Israël et ça ne va pas s'arrêter évidemment du jour au lendemain. Alain, je le disais, vous étiez en poste à Beyrouth en 82 au moment de l'invasion israélienne et vous voyez des similitudes entre ce qui se déroule aujourd'hui et ce qui s'est déroulé en 82 ? Oui, tout à fait. Je trouve que c'est assez similaire, mais c'est aussi très différent dans la mesure où le matériel de guerre a changé. À l'époque, à Beyrouth, en 82, on recevait des bombes tirées par des navires, par des chars, ça tombait n'importe où à peu près. Seule l'aviation était précise, mais pas aussi précise qu'elle l'est maintenant. Alors, la similitude, c'est que, oui, on a vu les soldats, l'armée israélienne avancer, traverser la frontière, mais petit à petit, on s'est rendu compte que ça allait jusqu'à Beyrouth. Alors, est-ce que c'est la même chose qui va se passer cette fois-ci, ou vont-ils se cantonner à l'espace qu'il y a entre la frontière et le Litanie? On a l'impression que les Israéliens sont très forts sur l'aérien, mais qu'en revanche, sur le plan terrestre, en tous les cas, il y a l'expérience de 2006. Il y a des questions qui se posent. Voilà. Le Hezbollah se sent peut-être plus rassuré par une intervention terrestre qu'aérienne, en tous les cas. Oui, je pense qu'une intervention terrestre, ils ont de quoi répondre. Tandis qu'il n'y a aucune arme anti-aérienne au Liban. Hein. L'aviation israélienne est absolument souveraine dans le ciel libanais. Et moi, je suis frappé quand même par la violence de ces bombardements. Quand vous pensez que ça a détruit, celui qui a tué Nasrallah a détruit 5 immeubles, quoi. Et on a des bilans qui ne sont pas du tout à la hauteur du choc, en fait. Pour l'instant, on a des bilans qui sont très faibles, alors que ils devraient être beaucoup plus élevés. On les connaît, on est loin de connaître encore le bilan. Regardez, en 82, par exemple, le Hezbollah de l'époque, c'était l'OLP. Hein, c'était ça l'ennemi d'Israël. Et donc, celui qui incarnait l'ennemi, c'était Yasser Arafat. Eh bien, est-ce qu'ils ont voulu tuer Arafat ou pas? Mais enfin, toujours est-il qu'Arafat n'est pas mort. Grâce à Dieu, d'ailleurs, parce que 10 ans plus tard, il signait les accords d'Oslo, 15 ans plus tard, il signait les accords d'Oslo. Donc il y a eu moyen quand même d'avoir un partenaire pour la paix entre Rabin et Arafat. Heureusement qu'ils ne l'ont pas tué à ce moment-là. Alors je ne dis pas qu'avec Nasrallah, ça se serait passé de la même chose. Mais ce n'est pas forcément une très bonne idée de tuer tous les leaders. Je pense que ça ne règle pas le problème. Le Premier ministre libanais disait que le Liban fait face à l'une des phases les plus dangereuses de son histoire. Comment est-ce que le Liban peut défendre sa souveraineté aujourd'hui? Il ne peut pas. Ouais. D'abord, il faudrait qu'il y ait un État. Il faudrait qu'il y ait une armée. Donc, il n'y a ni État, ni véritable armée. L'armée a un peu répondu. Oui, c'est anecdotique. Et puis, il y a une puissance de feu qui est quand même incomparable. Et puis, il y a quand même je trouve qu'il y a une stratégie de la guerre qui est quand même, à toute échelle comparable, le bombardement de structures, excusez-moi, avec des bombes d'une tonne, avec du matériel lourd, donc c'est pas de la précision. Il y avait un article dans un grand quotidien du soir sur les dégâts et les victimes civiles. Évidemment, mais on parle de 1000, 1500, 2000, on ne sait pas, mais c'est énorme. C'est-à-dire que visiblement aussi, il y a une tentative d'éradiquer le mouvement par la tête, mais à un moment, il va falloir aller dans la rue ou sur le terrain. Il y a aussi des bombardements dans la Bekaa, il y a des bombardements dans le sud Liban, il y a des bombardements à Beyrouth qui touchent aussi le reste de la ville qui se pensait presque protégée. Donc on voit que c'est une stratégie qui va loin, qui a quand même des aspects qui sont liés à la terreur, c'est-à-dire de faire peur, c'est-à-dire de casser ce qui pourrait être une résistance. Et encore une fois, comme on l'a dit sur ce plateau la semaine dernière, c'est quoi le endgame? C'est-à-dire, c'est quoi le but final? Est-ce que le but final, c'est la destruction du Liban? Est-ce que le but final, c'est la destruction de toute autorité palestinienne? Est-ce que le but final, c'est de créer un soulèvement? Oui, non, mais je me mets à la place des stratégies israéliens. Quel est votre but? Est-ce que c'est de faire la guerre tous les 20 ans à tout le monde? Est-ce que c'est qu'on vous fasse la guerre régulièrement, parce qu'on crée évidemment des générations, on recrée régulièrement des générations de combattants contre eux? Donc, on va jusqu'où comme ça? C'est à quel moment quelque chose de politique intervient dans tout ça? Alors je comprends les traumatismes des uns et des autres, mais il y a des gens qui meurent par dizaines, par dizaines, par dizaines. La situation à Gaza aujourd'hui est absolument terrifiante. On n'en parle plus parce qu'on est passé du côté de Téhéran, de Beyrouth, mais
Gaza, c'est quand même une ville détruite à 90%. Il y a encore 2 millions d'habitants. Il y a 40 000 morts. Et les Américains... Enfin bon, je ne veux pas prendre la parole. Mais c'est vrai longtemps, mais vous parliez dans un désert diplomatique mondial, c'est pas possible. Ce qui est important, juste pour rebondir, Alain, sur ce qu'il disait, c'est aussi que je pense qu'Israël se sent en position de force en ce moment. C'est-à-dire qu'ils sont clairement en position de force. Quand on écoute les déclarations iraniennes ou les ripostes iraniennes, etc., en creux, il y a quand même les limites de la capacité militaire de l'Iran, le fait qu'ils ne veulent pas aller trop loin parce qu'ils savent très bien qu'ils n'en ont pas les moyens. Et puis il y a aussi les chiquiers américains, il y a la politique américaine qui arrive avec les élections. Netanyahou ne sait pas ce qui va se passer avec les prochaines élections, donc il a une fenêtre d'opportunité puisque Biden ne peut pas se permettre de faire quoi que ce soit avant les élections. Donc il est en position de force, il sait très bien que pour l'instant personne ne va lui dire grand-chose, et c'est d'ailleurs ce qui se passe, à part quelques remontrances de Biden qui ne mènent à rien, puisqu'il y a encore quelques semaines, il lui a donné 8 milliards d'armes. Donc, voilà. Donc de fait, il se sent en position de force. Il est passé de Gaza au nord et au sud Liban, au nord d'Israël et au sud Liban. Et pour lui, c'est une opportunité. Il exploite ça jusqu'au bout. Mais il est en position de force, mais il est quand même en train de mener 2 guerres. Oui. Il a 2 fronts. Il a une armée qui est mobilisée depuis 1 an, avec des jeunes appelés. Enfin, il a quand même des forces qui sont fatiguées, Alain. Oui, bien sûr. Je trouve que c'est un peu, d'ailleurs, un danger que prend Netanyahou quand même de se battre comme ça, parce qu'il n'y a pas que 2 fronts. Il y a aussi le front iranien, il y a le front de Cisjordanie. Vous avez vu qu'ils ont tué encore 18 morts. Je ne sais plus combien de personnes. Ils ont 18 morts dans un bombardement d'un centre de réfugiés. Voilà, donc ils se battent de tous les côtés. Et surtout, on n'entend pas une voix. Moi, j'ai entendu beaucoup de voix là pour dire on n'a pas d'autre choix que de bombarder le Hezbollah, que de détruire Gaza. On n'a pas d'autre choix, on n'a pas d'autre choix, on n'a pas d'autre... Mais si, il y a d'autres choix possibles. Il y a quand même le choix de faire la paix. Alors vous me direz, il y a eu ce traumatisme du 7 octobre, et ça je comprends bien, c'est impardonnable. Mais enfin bon, il s'est passé 1 an, il y a eu une sorte de vengeance qui a été faite depuis. Est-ce qu'on ne peut pas passer à autre chose ? Après tout, Rabin était aussi un général et quelqu'un d'habitué à la guerre. C'est rare, les faucons qui font la paix. Il a fait la paix avec Arafat. Ça ne s'est pas si mal passé jusqu'à ce que on l'assassine 2 ans après les accords d'Oslo. Et l'assassinat de Rabin, c'était l'assassinat du processus. Ce sont des extrémistes israéliens qui l'assassinent. Ils ne sont même pas des Palestiniens. Enfin, j'imagine qu'il doit y avoir moyen de trouver une solution. On n'en parle pas du tout. C'est même pas évoqué. Mais Ziad, comment vous recevez quand vous entendez le ministre iranien des Affaires étrangères qui parle de cessez-le-feu là en visite au Liban? Il parle de cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza. Enfin, pour lui, c'est envisageable. Est-ce que là encore, ce sont que des mots, ou est-ce qu'il y a une vraie volonté de la part de l'Iran de calmer le jeu, quoi? Non, je pense que les Iraniens, ils sont techniquement et militairement, n'ont pas les moyens de mener une guerre totale. Ils sont menacés, pas que par les Israéliens, parce que les Américains peuvent aussi trouver l'opportunité maintenant de les affaiblir. C'est aussi un régime qui est solide, mais qui n'est pas si solide que ça, qui a été contesté. Il y a une jeunesse il y a quand même eu une répression terrible qui s'est abattue sur les jeunes, sur les femmes. Toute la société civile iranienne, je ne pense pas qu'elle soit en guerre, je ne pense pas qu'elle soit soudée au régime, que quelque part elle rejette. Donc c'est un pays qui est quand même sur une ligne de fracture. Et donc, il faut à la fois maintenir ses engagements pour ne pas être humilié. Il faut à la fois dire je protège mes proxys, mes petits actionnaires, je ne vais pas les laisser se faire massacrer. Ils sont du coup redynamisés par les attaques balistiques. Mais je sais que je peux être menacé de manière sérieuse, et y compris dans l'intégrité du régime. C'est-à-dire, c'est pas exclu. Netanyahou, on connaît ses discours. Quand il dit soulevez-vous, enfin, je veux dire, ça va. C'est pas juste un truc fantaisiste. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité de déstabiliser ce régime. Donc ils appellent à des cessez-le-feu, tout en essayant de garder leur déterrence, comme disent les Américains, d'où l'opération des 200 missiles, dont on n'arrive pas d'ailleurs à savoir est-ce qu'elle était totalement ratée, partiellement ratée, combien sont passés, combien sont pas passés. Apparemment, ils ont prévenu, ils sont passés par des... Ou pas. Oui, voilà. Enfin, il nous manque plein d'éléments. Est-ce qu'elle était volontairement ratée? Le temps de réaction israélien est pas inintéressant non plus. Ça fait quand même 4-5 jours.
consultation avec les États-Unis. Biden s'exprime publiquement, pratiquement en disant non, il ne faudrait pas taper sur les centrales nucléaires. Enfin, on sent... Alors, il y a cet enjeu-là, effectivement, Fabrice. L'enjeu du nucléaire. Il y a des négociations qui sont en cours et les Iraniens qui veulent ménager ce... Il est clair que ça fait partie des options, en tout cas, qui ont été évoquées par Israël. Les États-Unis, là, je pense qu'ils ont mis un nom catégorique à cette... L'idée de viser des centrales nucléaires. On parle beaucoup en ce moment aux États-Unis de tout ce qui est ressources pétrolières. Donc ressources pétrolières, ressources militaires, mais pas du nucléaire. Donc je pense que s'il y a une attaque, enfin en tout cas, s'ils visent des centrales ou en tout cas des endroits où la bombe est en train d'être... Parce que c'est pareil, la bombe nucléaire iranienne, moi je me souviens, il y a 20 ans, Netanyahou qui faisait déjà à l'ONU, qui faisait des petits schémas, etc. On ne sait pas où ils en sont. Mais si ils vont vraiment pour ces cibles-là, il y aura quand même une petite rupture avec les États-Unis. Et je pense que, honnêtement, je ne pense pas qu'ils iront jusque-là. L'or, des barils de pétrole à 150, 180 $, le lendemain. Il y a aussi un risque de déstabilisation économique majeure. Alors Laure, ça donne quoi, que disent vos dessinateurs? Mais on parle de barils de pétrole, je vais vous en montrer un, baril de pétrole. Oui, c'est une transition. Non, mais c'est le sens de l'info. Tout à fait opportune. Un premier dessin de la jeune dessinatrice française Aden. Comment trouver meilleure image que celle du baril d'essence et de ses mèches pour représenter l'embrasement de la région qui est actuellement en cours. Difficile de trouver une autre image que celle-ci. Et pourtant, deuxième dessin, Victor Solis, dessinateur mexicain, c'est dire à quel point quand même ce conflit concerne le monde entier, s'exprime à travers ce dessin extraordinaire sur le cycle infernal de la guerre, pour une cible, en l'occurrence ce Nasrallah qu'on voit au milieu, une multitude de victimes civiles collatérales et des victimes évidemment innocentes. Donc c'est un dessin extrêmement puissant sur le cycle infernal de la guerre. On vient d'en parler aussi, ce dessin du dessinateur israélien Kishka, qui résume aussi très bien la situation. D'une part, la tension qui monte évidemment entre l'Iran et Israël. En arrière-fond, on vient d'en parler, la question du programme nucléaire iranien qui pourrait être éventuellement la prochaine cible pour Israël. Et puis, pour couronner le tout, l'impuissance relative des États-Unis. On voit Biden qui ouvre les fenêtres, Joe, et qui étend son linge. Le décalage est éloquent. Et puis, pour terminer, ce dessin du dessinateur français Hector, que je trouve aussi très évocateur, à quelques jours, on l'a dit, du premier anniversaire du massacre du 7 octobre. La question qui subsiste, Israël, Hamas, Hezbollah et les otages, dans tout cela, tu crois qu'on verra un jour le bout du tunnel? C'est que tout cela, en plus, ne règle pas la question des otages qui sont sous terre depuis près d'un an. Oui, on en parlera avec notre invité au cœur de l'info dimanche, Sébastien Spitzer, qui a recueilli ces témoignages et qui nous parlera effectivement de la détresse des familles qui attendent et qui voient impuissantes les bombardements se succéder sur la bande de Gaza. Autre sujet que nous voulions aborder, la France accueille en cette fin de semaine le 19e sommet de la francophonie. Une centaine de délégations, je le disais tout à l'heure, est présente pour échanger autour de la langue française et anticiper son développement. On estime le nombre de locuteurs à 321 millions. La francophonie comme poids politique, comme instrument de diplomatie, comme résistance aussi à l'uniformité culturelle. C'était l'ambition de Jacques Chirac, dans le prolongement de Georges Pompidou. C'est aussi l'ambition d'Emmanuel Macron. Mais est-ce vraiment le cas à l'aune notamment de cette escalade au Moyen-Orient? Je vous propose d'écouter Emmanuel Macron. Je crois profondément que la francophonie, oui, est un lieu où nous pouvons ensemble porter une diplomatie qui défend la souveraineté, l'intégrité territoriale partout à travers la planète, qui porte le même discours aux côtés de l'Ukraine, agressée aujourd'hui, menacée dans ses frontières et dans son intégrité territoriale par la guerre d'agression russe, mais qui défend une vision où il n'y a pas place au double standard, où toutes les vies se valent pour tous les conflits à travers le monde. Ziad, vous avez consacré votre... Non, pas encore. Mais je n'y arrive pas. Mais parce que vous m'en aviez parlé. On en a parlé la semaine dernière. Oui, on en parle. On en avait parlé. Donc voilà. Donc du coup, j'ai mémorisé ça. Mais je vais le faire. Je suis désolée. Je vous pousse. Vous étiez tellement... vous souhaitiez tellement en parler. Vous m'avez tellement dit que justement les médias n'en parlaient pas beaucoup, ce qui n'est pas le cas de France 24. On parle de ce sommet de la francophonie. En tous les cas, comment peser sur la scène internationale quand on est seulement la 5e langue la plus parlée au monde ?
Oui, mais il ne faut pas être trop sévère. C'est-à-dire déjà, on va enlever des pays mondes comme la Chine, on enlève des pays mondes comme l'Inde, etc. Après, il y a l'anglais. Et puis, c'est pas si mal d'être la 5e langue aujourd'hui parlée. Ça veut dire que à peu près partout, là où vous allez, dans le monde entier, vous avez un instrument de communication. Et je pense que... J'aime bien les discours. Ceux de Macron sont toujours assez bien écrits sur ces sujets qui sont à mi-chemin du mémoriel, de l'historique et du lien. Mais bon, il a fait le même il y a 2 ans. Je ne sais plus qui a fait le même il y a 2 ans. Et je ne sais plus qui a fait le même il y a 2 ans. Pompidou, Chirac ont fait les mêmes. Donc, c'est super, la francophonie, c'est génial. Etc. Moi, ce qui m'intéresse d'abord, c'est la vitalité de cette langue, le fait qu'elle n'est pas complètement morte et le fait qu'elle est alimentée maintenant. C'est-à-dire sa vitalité est alimentée par les Français du Sud, les Français qui sont dans le Sud global. C'est le français de la France, il est magnifique, c'est l'académie, etc. C'est très bien, mais ce qui fait la langue française, qui fait qu'elle est dans la modernité, c'est les Congolais de Kinshasa qui ont rajouté ça, c'est les Abidjanais qui ont rajouté ça, c'est parfois au Maroc et en Tunisie des tournures d'expression. C'est de là que ça vient. Et paradoxalement, le très peu d'intérêt de la France pour ces mondes-là. C'est-à-dire que quand on fait le sommet, tout le monde est là, on discute, c'est sympa, communauté de langage et tout. Mais dans la réalité quotidienne, il y a un décrochage d'intérêt de la France pour ces Suds à elle, parce que les gens n'y vont plus, parce que les business ont peur d'y aller, parce qu'on bloque les visas, parce qu'on ne laisse pas rentrer assez d'étudiants et qu'on ne s'en préoccupe pas assez. Moi, je suis assez stupéfait de voir que le Québec est presque plus populaire que la France maintenant dans les grandes villes africaines, parce qu'inscrire un enfant au Québec, c'est plus facile que de l'inscrire à Paris ou à Montpellier, etc. Et donc, il y a ce décalage entre les beaux discours et le fait que la France, c'est le cœur de la francophonie, et que l'autre cœur de la francophonie, il faut le dire, c'est l'Afrique subsaharienne. Ça n'intéresse pas grand monde. C'est comme une périphérie, mais on n'a pas l'interconnexion, alors que malgré les difficultés, malgré les handicaps, l'Afrique, c'est quand même un enjeu du XXIe siècle. Et si on pouvait s'appuyer sur une relation plus transparente, et on pourrait en parler politiquement, etc., et plus émotionnelle, on pourrait créer ce lien dont on parle, mais qui en réalité s'est défait au fur et à mesure depuis les indépendances. C'est vrai qu'il y a un embarras aussi de promouvoir des mêmes valeurs qui ne sont pas forcément promues ou vécues par certains pays. Les droits de l'homme, donc voilà. Il y a des embarras aussi au niveau politique, vous venez de l'évoquer. Il y a des pays qui embarrassent. Oui, les pays qui embarrassent, mais pour une grande partie des Suds francophones et des Suds tout court, la position de l'Occident sur le Moyen-Orient embarrasse. Donc on est toujours dans un discours « vous m'embarrassez, tu m'embarrasses », etc. Donc, impossible de mettre en place un impératif diplomatique commun ? Non, c'est le dialogue. Ouais. Vous avez vu, par exemple, un sujet très très délicat en ce moment. Il y a eu des campagnes dans certains pays d'Afrique sur les réseaux sociaux ouvertement homophobes. Et ça correspond à une réalité, il faut le dire. Dans les sociétés africaines, il y a un courant homophobe qui se libère avec les réseaux. Alors, effectivement, on leur dit il faut pas, etc. Et il y en a qui répondent, certes, mais dans mes valeurs à moi, et je vous demande de ne pas interférer dans mes valeurs à moi, je n'accepte pas l'homosexualité dans ma loi. Donc ce dialogue-là, il est jouable, mais pas par des leçons réciproques. Les Africains ne doivent pas dire « ça ne nous regarde pas » et les franco-occidentalo, etc., ne doivent pas dire « mes références à moi sont des références universelles qui ne sont pas discutables ». Si on parle aussi de l'influence diplomatique, je crois que c'était la question de la francophonie, de ce sommet-là, il y a quand même du travail à faire. Alors après, c'est un sommet intéressant celui-là, parce que il y a comme, si on veut être tout à fait honnête, beaucoup de sommets de la francophonie ont été un petit peu freinés par la France-Afrique, par ses rapports compliqués, etc. Là, on a quand même un paradigme qui a changé en Afrique. La France est moins puissante, notamment dans le Sahel. Il y a la Chine, il y a la Russie, etc. Il y a aussi, du côté de Macron et du président Macron, il faut bien le dire, une opportunité de rebriller un peu sur la scène nationale et internationale, puisque pour l'instant, la vedette est prise par Michel Barnier, on en parlera tout à l'heure. Et donc, est-ce qu'il y a
a quelque part une volonté, ou en tout cas une possibilité de faire un peu table rase et de relancer un peu cet aspect diplomatique. La francophonie, j'ai envie de dire, elle était un peu inactive jusqu'à présent. Depuis 2019, elle est en baisse. Hein. Il y a des pays africains qui sont allés rejoindre le Commonwealth, etc. Donc elle était un peu inactive. Si on la rendait un peu plus active, alors après, pour la rendre plus active, ça veut dire quoi? Ça veut dire être plus présent, notamment dans les nouvelles technologies, les secteurs en pointe, l'IA, etc., etc. Mais le budget, je crois que le budget de la francophonie, c'est 60 millions d'euros, quelque chose comme ça, 70 millions d'euros. Oui, or il y a un enjeu technologique, effectivement. Il y a aussi ces enjeux-là. Mais d'un point de vue purement politique et diplomatique, c'est intéressant. Il y a aujourd'hui une situation sur le continent africain qui a évolué largement par rapport à il y a 2 ou 3 ans, et peut-être que c'est une occasion à saisir. Ou alors, c'est le contraire, ça va être encore plus compliqué. Alain, vous aviez un mot à dire sur la francophonie avant qu'on passe au dessin. Je suis très désolé de voir à quel point c'est négligé. Pour moi, personnellement, la francophonie, les francophones, disons, c'est le premier cercle. J'ai un vieux souvenir qui m'a beaucoup marqué parce que c'était quand même extraordinaire. C'était au Caire, donc un pays arabe, et un Algérien, m'entendant parler français, m'est tombé dans les bras, littéralement, pour me dire « Ah, enfin, je peux parler français !» L'Algérie, c'est un pays arabe, ici aussi, on parle arabe. « Non, moi, j'ai été élevé en français, je veux parler français. » Bon. Et pour moi, c'est vrai, c'est mon premier cercle. Quand je suis à l'étranger, je rencontre un Sénégalais, je rencontre un Maghrébin. Oui, je me sens des affinités avec eux. Et je suis désolé qu'on s'en occupe pas plus qu'un sommet tous les 2 ans. À part ça, on fait rien. Regardons un peu la façon dont les anglo-saxons sont actifs et communiquent sur leur communauté. Utilisent cette communauté de langue. Et pas seulement les anglo-saxons, les espagnols aussi, mais même les lusophones. Et nous, tous les 2 ans, on s'y intéresse tout d'un coup. Et puis après, on laisse tomber. Il y a un autre problème que je voulais juste soulever d'un mot, c'est le problème des visas. La francophonie, c'est très important. Il faut la cultiver. Ça peut être une ressource économique aussi. Mais si on refuse les visas systématiquement à tous les francophones, et notamment aux étudiants qui vont, comme tu le disais, plutôt au Québec maintenant qu'en France, on va vers un vrai danger, je pense. Eux aussi ont des difficultés avec leur politique migratoire et réouvrent en permanence. Donc effectivement, ça n'intéresse pas. Un dessinateur vous a proposé... Oui, j'ai quand même réussi à trouver un dessin de notre dessinateur français, Rodo, qui l'a fait exprès pour l'émission, je tiens à le dire. Merci infiniment. Parce que c'est vrai qu'avec l'actu au Proche-Orient, nos dessinateurs sont particulièrement prolixes sur la question. Mais je vous présente quand même ce petit pas de côté. L'Afrique est-elle l'avenir de la francophonie? Interdisez à la langue française de quitter le pays, conseille Marine Le Pen à Monsieur Retailleau. Donc ça vous fait une transition parfaite pour le 3e et dernier thème. C'est d'une fluidité. Exactement. Et oui, restons en France. Le gouvernement s'est mis au travail. Cette question migratoire est évidemment en haut de la pile, mais pas seulement. On va parler aussi du budget. Le Premier ministre a présenté mardi devant l'Assemblée nationale sa feuille de route. Le débat parlementaire sur le projet de loi de finances 2025 débutera donc la semaine prochaine. Michel Barnier prévoit de réaliser 60 milliards d'euros d'économies en réduisant massivement les dépenses et en augmentant les recettes de l'État. C'est classique. Mais il n'y a pas eu de vote de confiance. Or, nous savons que l'adhésion est loin d'être acquise. D'ailleurs, cet après-midi, la gauche a déposé la première motion de censure contre Michel Barnier. Allez, on écoute le Premier ministre au sujet de la hausse des impôts et on en parle sur ce plateau. L'effort que nous allons demander, il est fondé sur un dispositif fiscal sur le très haut revenu qui a été d'ailleurs mis en place par François Fillon et Nicolas Sarkozy il y a quelques années. On va ajouter quelque chose sur ce dispositif pour la participation exceptionnelle et temporaire des personnes les plus fortunées. Et vous savez combien ça permet de récupérer ? Ça va peut-être de récupérer 2 milliards peut-être d'euros, mais cet effort est justifié. Bon, donc cette feuille de route, Fabrice, quelle grande ligne se dessine? Est-ce qu'il y en a? Économie? Excellente question. Non, on sait les priorités, la grande ligne, je ne sais pas. J'avais envie de dire, il a passé plutôt un bon oral, Michel Barnier. Le problème, c'est la pratique et ça va être les étapes à suivre, puisqu'en fait, il est à la merci de l'Assemblée nationale. Donc,
qu'a-t-il fait depuis qu'il est arrivé? Eh bien, on augmente les impôts pour les riches, pour les sociétés et les multinationales, ce que demandait un peu la gauche. On va être plus sévère sur l'immigration en gardant l'humanité, ce que voulait un peu la droite. Donc voilà, il navigue. Par contre, on s'est rendu compte dès les premiers jours qu'il y avait des couacs de tous les côtés. Et surtout, il va être, encore une fois, à la merci de la pratique. Une fois arrivé dans l'Assemblée nationale, il y a une motion de censure déposée par la gauche. Alors, il va y avoir des jeux politiques assez extraordinaires. On a quand même la gauche, si elle veut faire tomber Michel Barnier, doit avoir le soutien du Rassemblement national. L'Assemblée nationale, voilà. Donc, du coup, je trouve que pour l'instant, encore une fois, à l'oral, il s'en est plutôt pas mal tiré. Il a été agité, ça a été agité quand même à cette présentation. Alors, il a dit lui-même, j'allais dire, la politique aussi qu'il connaissait il y a 20 ans, l'Assemblée nationale n'est plus la même. Il a dit lui-même, j'ai remarqué qu'elle criait beaucoup. Oui, ça, il a repris aussi Mathilde Panot, si je me souviens bien, sur le mode, voilà. Plus vous criez, moi, plus je serai poli. Donc, il va être simplement à l'épreuve de la réalité. On a vu avant lui des premiers ministres et une première ministre, Madame Borne, qui a été tout simplement soumise à des votes de défiance, des votes de censure, qui est obligé de recourir au 49.3. Lui n'a pas écarté le fait de recourir au 49.3, par exemple, pour le budget. Donc il sait très bien que l'épreuve, elle arrive maintenant. C'est vrai qu'Alain, un vote de confiance aurait permis de savoir sur quel soutien il pouvait compter. Là, du coup, il ne le sait pas, il navigue... Oui, mais un vote de confiance aurait montré qu'il n'avait pas de confiance. Justement, c'est un problème tout de même. Non, le nerf de la guerre, en tous les cas, c'est l'argent. Il n'y en a pas. Vous venez de l'évoquer, Fabrice. Je cite Michel Barnier, le déficit public devrait dépasser 6% de notre richesse nationale. Une situation intenable. L'objectif est d'atteindre 3% en 2029. Mais donc, oui, sans majorité, avec des débats houleux à l'Assemblée nationale, c'est peu probable. Enfin, on ne voit pas comment, en fait. Oui, je le plains. Franchement, je le plains. Parce que c'est infernal, le job qu'il a. Là, franchement, il faut regarder à droite, regarder à gauche et regarder dans son dos, parce qu'on voit maintenant que, en particulier chez les macronistes, Attal, Darmanin et compagnie, sont prêts à lui tirer dans le dos quand il le faudra, de leur point de vue, évidemment. Oui, deuxième problème qu'il a, c'est trouver des sous. C'est pas en taxant les contribuables qui gagnent. Combien? 500 000 euros. Plus de 500 000 euros. Il y en a très très peu quand même qui gagnent 500 000 euros. Bon, alors c'est pas du tout anormal qu'ils contribuent un peu plus que les autres, mais ça me paraît pas une solution tout de même. C'est pas en bloquant les retraites pendant 6 mois. Enfin voilà, c'est un casse-tête épouvantable. Je sais pas comment il va s'en sortir. J'ai trouvé son discours plutôt habile, mais franchement, son job, les actes maintenant. Je vous le laisse. Et en fait, vous voulez pas me le donner. En fait, on est au bout de la contradiction. C'est-à-dire que les gens de gauche disent oui, c'est 7 ans de macronisme. Non, c'est 50 ans de dérapage budgétaire qui sont en fait une espèce de drogue en France. C'est-à-dire on injecte de la dépense, on injecte de la dette, on injecte et on règle tous les problèmes sociaux, fiscaux, politiques, etc. On claque de l'argent en se disant... enfin, pas forcément d'ailleurs la génération d'après, les gens dans 10 ans vont régler la facture et les gens dans 20 ans vont régler celle d'avant. Et à un moment, la réalité vous rattrape et vous vous apercevez que les marchés vont jouer contre vous, que vous coûtez plus cher que la Grèce. Alors ça, là, on le dit quand même, c'est chaud, que votre position au sein de l'Europe est fortement fragilisée parce que vous êtes fortement endetté avec un gouvernement déglingué, donc vous ne pèse plus rien. Et donc, le problème, c'est pas juste de trouver 60 milliards, mais quand on dit 60 milliards, ça veut dire des coupes drastiques. C'est pas 2-3 trucs à gauche et à droite. Ça veut dire qu'il y a des pans entiers qu'on va arrêter. Et c'est pas les 2 ou 3 milliards qu'on va récupérer sur les plus de 500 000 euros qui vont changer le problème. Donc, ce qu'il faudrait, c'est une réflexion réelle et profonde, mais on n'a pas ni la majorité, ni la classe politique, ni le président, ni les partis pour mener ce changement de paradigme. Ça veut pas dire que il faut casser les pauvres ou il faut casser les riches. Ça veut dire qu'il faut juste sortir de ce système où ce pays dépense régulièrement, depuis 50 ans, plus que ce qu'il ne produit. Et donc, c'est un problème. Donc, ça ne peut pas durer comme ça. C'est parce qu'on a des équipes... Sauf si on est américain et qu'on peut signer des chèques avec le Trésor américain en disant « je m'en fous, de toute façon, le dollar, tout le monde l'utilise, donc c'est pas mon problème ».
Mais oui, le problème, c'est qu'il y a des équipes en permanence qui se succèdent et qui ont des visions à court terme, en fait. Là, quand vous parliez de Darmanin, à chaque fois, il y a une échéance électorale qui arrive derrière. Donc, les calculs sont faits pour ça. Là, il y a l'échéance de la présidentielle. Chacun joue la présidentielle 2027. Oui. Après, par exemple, un sujet intéressant, c'est tout le discours sur les fonctionnaires, le fait que la Cour des comptes qui fait un rapport qui dit peut-être qu'il y a 100 000 personnes en trop, etc. etc. On peut dire ce qu'on veut sur les fonctionnaires qui font un excellent travail, etc. C'est vrai qu'il y a un débat en France depuis très longtemps sur est-ce qu'on a trop de bureaucratie, est-ce qu'on a trop de personnes au niveau administratif, etc. Mais c'est un débat qu'il faut avoir en profondeur. C'est pas un débat qui va être résolu tout simplement en enlevant juste pendant un an 100 000 d'un coup en plus. Et clairement, il y a un danger. Les syndicats ont réagi tout de suite, donc il y a un danger que de nouveau les gens descendent dans la rue, etc. Donc il est sur une ligne de crête, le pauvre Michel Barnier, qui est quand même très très compliqué. Parce qu'à force de vouloir satisfaire la gauche, la droite, l'extrême gauche, vous en avez déjà parlé, mais le coup de fil à Marine Le Pen au troisième jour de ses prises de fonction pour s'excuser des prises de position du ministre de l'économie, on a un peu l'impression quand même qu'il est quand même à la merci de beaucoup de monde en même temps, et que s'il fait un pas de travers d'un côté ou de l'autre, malheureusement, ça va lui coûter potentiellement son poste, ou en tout cas, ça va provoquer de nouveau une énorme agitation au niveau politique, ce dont on n'a pas besoin. Ziad le rappelait, il y a l'Europe qui regarde quand même, là, avec en plus les 3%, etc. On est loin du compte. Il faut des économies, évidemment, mais aussi un autre sujet qui est la politique migratoire, qui est essentielle, qui revient parce qu'elle revient dans l'actualité quasiment chaque semaine avec à la fois des faits divers, des choses absolument tragiques. L'État ne la maîtrise plus de manière satisfaisante, a indiqué Michel Barnier. Mais c'est vrai que là aussi, il n'y a aucune convergence d'esprit au sein même du gouvernement. Donc... Il y a un ministre de l'Intérieur qui a été assez clair depuis déjà, avant même qu'il soit ministre de l'Intérieur. Bruno Retailleau avait taillé son chemin sur l'immigration en disant vouloir vraiment durcir et en se rapprochant, et même en étant pratiquement très proche des positions de l'extrême droite. Après, j'ai un peu l'impression, malheureusement, que sur l'immigration, ce ne sera pas si compliqué que ça, parce que même la gauche a l'air d'avoir un petit peu infléchi ses positions. Donc il y a cette... C'était pas flagrant avec l'affaire Philippines. Hein. Ah, c'est pas flagrant non plus. C'est vrai que c'est une affaire où il y a eu beaucoup d'émotions. Donc ça, évidemment, l'extrême droite, notamment, en a profité énormément. La gauche, pour l'instant, elle reste un petit peu tapis dans l'ombre, elle attend. J'ai pas vu de ligne rouge encore sur l'immigration. J'en ai vu sur le budget. On a vu monter au créneau plein de gens sur le budget, sur les impôts, etc. Donc on va voir. Mais encore une fois, Michel Barnier, ménager la chèvre et le chou. À un moment, c'est plus possible. La gauche, c'est les gauches, parce qu'elles ne sont pas tous d'accord. Tout à fait, on est d'accord. Et moi, je suis très, très surpris que ce débat, mais ce qui est normal, parce que en Europe, il y a une espèce de focalisation très, très forte sur l'immigration en ce moment, depuis 10 ans, mais 15 ans, 20 ans. Mais là, il y a une crispation, Allemagne, fermeture des frontières et tout. Moi, je comprends très bien qu'on pose la question du contrôle des flux illégaux. On peut poser la question de manière assez rationnelle. Mais quand le débat commence à dériver avec un Ciotti qui parle de civilisation compatible et de civilisation incompatible, quand on a un ministre de l'Intérieur, et je ne comprends pas pourquoi il n'y a que le ministre de l'Intérieur qui s'occupe de l'immigration, parce que ça pourrait être aussi les affaires étrangères, ça pourrait être aussi la santé, ça pourrait être aussi le social, ça pourrait être aussi le travail, puisque ça concerne l'économie, ça concerne toute la société française, toutes les sociétés européennes. On est terrorisé par le vote d'extrême droite en Europe. En Allemagne, en France, en Italie, ils ont gagné, donc ça c'est réglé. Étonnante exception espagnole, où on a un débat relativement apaisé sur la question. En pays voisin, il y a l'Autriche. Oui, l'Autriche avec qui sont en tête. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour répondre à cette pression de l'extrême droite ? On fait des lois anti-migratoires, mais encore une fois, il y a les illégaux, on peut discuter, mais il y a une émigration légale installée en Europe qui travaille, qui représente, et il y en aura de plus en plus. Alors, quand on le dit à la télé, alors là, c'est tout de suite la catastrophe. On ne fait pas assez d'enfants en Europe. Il faudra importer des gens dans la médecine, dans la santé, dans les soins aux personnes âgées, dans le bâtiment, dans la construction, dans la restauration, etc. Donc c'est impossible d'avoir ce débat de manière relativement C'est vrai aussi tranquille. Aux États-Unis d'ailleurs. Aux États-Unis, c'est le débat numéro 1 dans cette période électorale, alors que le pays, grosso modo, a un taux de chômage nul, enfin ils sont en plein emploi, où les entreprises et les agriculteurs en particulier
ont besoin de personnel. Vous savez, le président le plus pro-émigration de l'histoire récente des États-Unis, c'est George Bush. George Bush, d'abord il était texan, il savait ce que ça voulait dire. Voilà, par l'expérience Et il a eu une politique très favorable à l'immigration, mais pas seulement pour le plaisir de texan et de dire on va faire venir des Mexicains. C'est parce que les employeurs réclamaient ça et il était très pro-business. Laure, ça a donné quoi? Ça a inspiré qui et comment? Ça a inspiré. On commence par justement Faro, dessinateur français. La priorité du Premier ministre, c'est le budget et la réduction de la dette publique de la France. Donc en somme, recadrer Macron qui a massivement baissé les impôts des plus riches. Plus de 3 000 milliards d'euros de dette pour le Mozart de la finance. C'est comme ça qu'on a à un moment donné appelé le président. Pour changer un peu, je vous propose d'essayer de jouer autre chose que la marche funèbre. Monsieur le Président, se permet-il de lui suggérer cet autre dessin aussi que je trouve très très drôle de Soulcier pour l'Est républicain. Comment était l'ambiance à l'Assemblée lors du discours de politique générale. Discours de politique générale, je vais à présent passer parmi vous. Si vous avez 1 milliard ou un ticket resto, il fait passer le chapeau parce qu'il va falloir effectivement le remplir. Le remplir. Et puis pour terminer ce dessin de CAC pour l'opinion que j'aime beaucoup parce qu'on parle du blues de Macron en ce moment, qui a du mal à lâcher les commandes et CAC le résume très bien dans ce dessin. Je croyais que je prenais le volant, dit Barnier à Macron, et Macron qui lui répond, bien sûr, je termine juste de programmer le GPS, il a quand même du mal à vivre cette cohabitation. Ouais, effectivement, un Ziad, la figure le blues. De jupitérienne qui s'effondre. C'est un demi-Jupiter, mais il faut lui... La politique, aujourd'hui, demain, tout peut... Mais il va retrouver une tribune internationale. On découvre Michel Barnier sous les pinceaux et les crayons des dessinateurs. C'est nouveau. Depuis 20 ans, on n'avait pas souvent vu Michel Barnier en dessin, on le voyait quand même autour du Brexit. C'est vrai. Autour du Brexit. Je trouve que c'est super. Voilà, il se dessine. Donc s'il n'arrive pas à négocier le chaos français alors qu'il a quand même réussi à faire aboutir le Brexit, on a du souci à se faire. Oui, mais il y a aussi les circonstances. En interne, on est La France, c'est la France. Merci beaucoup, Laure, Ziad, Fabrice, Alain. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Une semaine dans le monde, c'est terminé. Merci pour vos réflexions. C'est à retrouver sur notre site internet et sur les réseaux. Je vous retrouve dans un instant pour continuer à suivre les derniers développements dans l'actualité.